Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la Seine située à Boulogne-Billancourt, Paris 16e et Neuilly-sur-Seine. Le cours Anna dispense des cours de théâtre, des cours de cinéma, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours d'improvisation, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'honneur de recevoir un chroniqueur, un journaliste, un auteur, un scénariste, un podcasteur. S'il vous plaît, Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Comment ça va? Quel bonheur. Merci beaucoup. Alors j'ai envie de te dire que quand j'ai commencé un peu à regarder de près ce parcours de fou, je suis tombée des nues. Oui. Tu t'es dit, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses, le gars. Combien de cordes à ton arc tu as? Ça a commencé par quoi? Ça a commencé, en vrai de vrai, ça a commencé par écrire des films. Parce que j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Emmanuel Frissero, qui est réalisateur aujourd'hui, qui m'a pris par le collet comme ça et qui m'a mis dans ses premiers courts-métrages. On avait 14 ans. J'ai commencé à jouer avec lui. Les week-ends, on faisait des scènes, des batailles, on testait des trucs. Et puis on a commencé à écrire des films ensemble. On a eu une 30aine de récompenses à l'international là aujourd'hui. On prépare un long métrage qui est en cours de production. Et donc ça a commencé par ça. Et puis à côté. T'avais quel âge là? J'ai commencé à 14 ans. On a commencé peut-être à écrire. J'avais peut-être 17 et on n'a jamais arrêté. On a fait des courts métrages, des moyens métrages, des séries, des web-séries. Et donc là un long métrage. Et de mon côté, sans lui, un unitaire pour France Télévisions qui va sortir normalement avant le Festival de Cannes, où j'ai été consultant au scénario. Et donc, ça a commencé en fait par le cinéma, finalement, tout ça. Et évidemment, à 21, 22 ans, j'ai fini mes études de journalisme à Paris. Et donc, je suis devenu journaliste, d'abord écrit, mais moi, je voulais être à l'antenne. Donc, rapidement, je suis passé devant la caméra. Alors, devant la caméra, sur quelle chaîne? J'ai commencé sur une chaîne économique qui, à l'époque, était un groupe qui parlait de création d'entreprises, de franchises, réseaux commerciaux, emploi, formation. Donc, on avait créé ça. C'était des magazines qu'on avait dupliqués en chaîne, en web télé. Et voilà, j'ai commencé là-dessus. Après, j'ai rejoint la chaîne KTO, puis Non-Stop People, BFM Business, un passage chez CNews, Bismart, BFM Paris, etc. Et alors, c'est quoi ta formation? J'ai fait une formation d'infocom, information communication à la fac de Nice, donc où on était vraiment sur d'abord les techniques de com, l'art, décrypter la pub, etc. Et puis il y avait une option journalisme où donc j'ai commencé à me former à l'écriture, la radio, la télévision, et j'ai fini par une année ici à Paris de spécialisation journaliste télé. Donc, pas de formation théâtrale? Aucune formation théâtrale. Et maintenant, quand j'y pense, ça me titille beaucoup. C'est-à-dire qu'il est bien possible qu'on se retrouve dans un cours Anna très bientôt. Parce qu'en fait, je me rends compte combien ça m'a manqué dans ce parcours-là. En fait, j'ai quasiment toujours voulu être sur des planches ou vivre, en tout cas, ces émotions-là, sans jamais vraiment le faire, puisque de fait, je suis devenu comédien dans des courts-métrages ou des moyens-métrages parce qu'on me l'a demandé, donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais toujours, tu sais, sans cette technique, sans cette assurance, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu. Mais à chaque fois, j'ai essayé de me former à la voix off, former au doublage. Là, en ce moment, notamment, je suis très, très sur le doublage. Donc, j'essaye de me former, mais il me manque le théâtre, j'avoue. Eh ben, j'ai envie de te dire, je vais t'inviter au cours d'improvisation adulte que nous proposons le mercredi soir à Neuilly-sur-Seine ou le lundi soir Paris 16. Yes. Et vraiment, c'est très, très formateur. Voilà. Je pense surtout qu'à la télé, on a besoin sans arrêt de rebondir, d'improviser, etc. Donc, ouais. Alors, moi, j'aurais envie de savoir comment, déjà, est-ce que tu es quelqu'un de stressé? Comment ça se gère le stress? Alors, je suppose la première émission quand tu es passé devant la télé, tout le monde te regardait. Est-ce qu'on a cette petite appréhension? On a tous cette appréhension, et qu'on soit petit journaliste ou grande star, on l'a. Quand on sait que Beyoncé, par exemple, s'est créé un double qui va sur scène, où elle a un autre nom quand elle va sur scène, parce qu'elle dit qu'elle est tellement angoissée à l'idée d'être Beyoncé, mais plus Beyoncé Knowles, et que donc elle s'est créé un petit peu ce double pour lâcher cette angoisse-là. On se dit, bon, bah ok, c'est tout
à fait normal, on n'est pas faible, on n'est pas bizarre, on n'est pas fébrile parce qu'on est stressé avant de rentrer sur scène. C'est tout à fait logique. Moi, je suis pas tant stressé qu'angoissé. C'est un tout petit peu différent. Une nuance, il y a une nuance, c'est-à-dire que le stress, pour moi, c'est vraiment un truc qui te submerge, alors que l'angoisse, il y a quelque chose, pour moi en tout cas, d'un peu plus intellectualisé. C'est-à-dire que je me projette beaucoup, je travaille beaucoup en amont, j'essaye de faire vraiment le max que je peux pour que l'émission ou le podcast ou le scénario se passe bien. Et donc, il y a toujours quand même cette part intérieure qui se dit « Et si, en fait, malgré tout ça, ça foirait ?» en fait. Alors que le stress, c'est quand même un tout petit peu différent. Donc, comment je gère ? Déjà, je gère en acceptant que c'est tout à fait normal face à une situation exceptionnelle, comme par exemple ce podcast aujourd'hui, d'avoir cette petite flamme intérieure, cette petite fébrilité, mais c'est aussi ce qui fait que, paf, d'un coup, eh ben, ton cerveau se met en marche, ton corps aussi est en action. En énergie, en action, merci. Et du coup, ça te fait passer aussi l'obstacle. Voilà. Alors, comment tu décrirais ton style de présentation ou ton approche en tant que chroniqueur télé ? Alors, souvent, j'aime bien dire que je suis pétillant. J'aime le dire de moi, et c'est aussi ce qu'on dit de moi, c'est que c'est enthousiaste, c'est pétillant, il y a de la couleur. T'es solaire comme gars quand même. Écoute, moi je te trouve vachement solaire. C'est très gentil, je te laisse ce jugement que je prends vraiment très très bien. Non mais voilà, en fait, je trouve que on meurt beaucoup aujourd'hui de cette espèce de platitude d'énergie. Et il me semble que moi, en tout cas, ma mission, quand je suis à l'antenne, quand je suis dans des podcasts, quand j'écris des films, peu importe, c'est d'apporter cette petite lumière. Mais modestement, évidemment, je ne pense pas révolutionner le monde. Mais en revanche, en posant des petites lumières partout où je passe, dans la modestie et avec le peu que j'ai, eh bien, moi, ça remplit ma vie. Donc, du coup, j'essaye d'être pétillant, enthousiaste, pédagogue, j'essaye d'expliquer, de mettre en perspective. J'aime beaucoup revenir aussi sur l'histoire des mots, l'histoire des expressions, parce que il me semble que plus on en sait sur là d'où on vient, mieux on sait là où on va. Donc, voilà, j'essaye toujours qu'il y ait de la couleur, voilà, que ça bouge, qu'il y ait de la musicalité, de la mélodie. C'est un peu ça. Donc, pour qu'il y ait de la couleur, il y a du travail en amont, ça c'est une évidence. Ah ouais. Donc, ça se passe comment ? Est-ce qu'on lit beaucoup ? Est-ce qu'on va au cinéma ? Est-ce qu'on va voir des pièces de théâtre ? Oui. On se nourrit, bien sûr. On se nourrit de tout. On va voir plein de choses. Il faut s'intéresser à tout pour pouvoir réagir et rebondir sur tout. Et surtout, avoir des références culturelles. Dans une chronique, il n'y a rien de mieux que d'insérer dans le texte une petite référence, vraiment très minime, une petite citation ou un jeu de mots qui va rappeler à quelqu'un une réplique de film, une pièce de théâtre, peu importe. Et pour ça, il faut avoir la curiosité d'aller chercher, toujours d'aller chercher un truc nouveau, d'aller se confronter même à ce qu'on n'aime pas. Ce que j'aime beaucoup dire aux jeunes aujourd'hui, c'est que le journalisme, et je pense que la vie, c'est aussi un petit peu pareil, c'est d'aller contre soi. C'est d'aller contre ce qu'on pense, contre ses préacquis. Et donc, du coup, de dire « Ah non, mais moi, j'aime pas l'opéra. Ah, moi, je déteste ça, c'est nul. » Ouais, mais t'as déjà été ? Ah non. Ben, vas-y. Si tu y vas et que ça te plaît pas, tu pourras expliquer pourquoi. Voilà. Mais en revanche, il faut penser contre soi-même. Tout le temps penser contre soi-même. Et c'est le plus dur. C'est d'avoir cette exigence de ne jamais rester sur ce qu'on croit, sur ce qu'on sait, et d'aller chercher. Et donc, dans les chroniques, moi, ça passe par une grande écriture. Je passe beaucoup de temps à écrire mes chroniques. C'est très écrit et j'essaye toujours, et on revient à la musicalité, à ce que les phrases chantent. Voilà. Je peux passer vraiment de longues minutes sur une phrase. Tant qu'elle n'a pas le bon rythme pour moi, je la change. Si c'est pas le bon mot, si c'est pas le bon point au bon moment, la bonne virgule, la bonne respi, je peux y passer énormément de temps. Et donc, ça passe aussi par ça, par l'exigence de l'écriture. Ne pas se dire « Ah bah tiens, je vais prendre un article de presse, je vais le paraphraser, ça fait une chronique. » Non. C'est pas pour ça qu'on est là. Il y en a plein qui le font. Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a plein qui le font. Mais l'exigence, toujours l'exigence de savoir qu'est-ce qu'on donne en fait. Donc ça, c'est un conseil que tu pourrais donner aux futurs jeunes journalistes qui souhaiteraient rentrer dans le monde de la télé ? Ouais.
toujours penser contre soi-même, première chose, et c'est de plus en plus difficile parce que, comme vous l'avez tous remarqué, on a des chaînes qui ont de plus en plus d'opinions et de moins en moins de journalistes de mon époque. C'est-à-dire un journaliste de son époque, de la mienne, c'est avoir une honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a un fait, on dit le fait et on essaye de le mettre en perspective avec le pour, le contre et différentes façons de le voir. Aujourd'hui, non. Il y a un fait, il y a des gens qui pensent comme ça et on fait tout un débat avec ça. Et donc, malheureusement, les médias tendent vers ça. Donc, moi, je suis un des derniers Mohicans avec tous mes copains de quarantenaires de cette époque-là à dire, ben ouais, mais nous, on aimerait bien revenir au journalisme d'avant où on était honnête intellectuellement, où on n'allait pas au clash, où on n'allait pas chercher la petite bête pour les réseaux sociaux, etc. Malheureusement, on est de moins en moins écouté. Mais effectivement, pour les jeunes, c'est juste de dire, au moins, essayez de penser contre vous-même. Essayez d'aller au-delà de vos préacquis, de vos opinions politiques, de ce que vous pensez de telle ou telle chose. Et vous allez voir que vous serez surpris. Vous serez surpris de ce que vous allez trouver au-delà de ce que vous pensez. Ça, c'est important. Voilà une parole intelligente. On essaye de temps en temps. Oui. En tant que chroniqueur, Oui. Comment gères-tu les critiques et les réactions du public si il y a eu critique? Oui, il y en a eu, parce que je suis chroniqueur aussi, mais il m'arrive d'être présentateur aussi sur d'autres chaînes. En fait, on fait souvent les deux dans les médias. J'ai envie de te dire, tu fais tellement de choses. Chroniqueur, podcasteur, présentateur, oui, scénariste, passionné de cinéma. Quoi encore? C'est vrai. Non, mais oui, bien sûr. Écoute, il y a des choses drôles, mais je me rappelle à une époque où j'étais à KTO, où je présentais un jeu, un jeu autour des questions spirituelles, et j'avais cité Johnny Hallyday. J'avais fait une blague là-dessus et j'avais reçu une lettre d'un mec qui m'avait accusé d'être un suppôt de Satan parce que Johnny faisait de la musique sataniste et qu'il ne représentait pas le monde catholique ou le monde spirituel. Et donc j'avais eu une lettre de 2 pages qui en gros me mettait au même titre que Lucifer ou Belzébuth en gros. Donc comment on prend ça ? Franchement, quand c'est aussi outrancier, on en rigole. Et d'ailleurs, j'ai un petit classeur où je les ai tous compilés. Et en fait, la critique, on l'accueille d'autant mieux quand on est aligné avec ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'une critique blesse lorsque tu sais que tu n'as pas fait assez. Lorsque tu sais qu'en fait, tu t'es arrêté au moment où tu pouvais aller juste un peu plus loin, mais où tu, par flemme, ou par ego, ou par tout ce que tu veux, tu t'es arrêté à ce moment-là. Et comme c'est rarement mon cas, et c'est pas du tout une façon pédante de le dire, c'est juste que je suis fabriqué comme ça. C'est vrai que ces critiques me touchent moins, et au contraire, et c'est duel, mais au contraire peuvent me toucher encore plus fort parce que je sais le travail qu'il y a derrière. Des fois, tu te prends des critiques dans la tronche qui sont complètement infondées, qui sont juste là pour blesser, et puis là, franchement, ça fait mal parce que je me dis, mais enfin, j'ai passé quand même une journée complète sur une chronique de 5 minutes pour qu'elle soit nickel chrome, pour qu'il y ait tata. Et puis, tu as un connard, pardon, tu as un... Oui, bah écoute, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Hein. Tu as un connard qui vient sur les réseaux et qui dit, ouais, franchement, lui, il est nul, il faudrait le mettre dehors parce que sa chronique fasse... Puis là, tu fais, non, mais non. Puis tu peux pas argumenter, tu peux pas aller voir la personne. Non, bah non. Ça, c'est très dur. Mais... En règle générale, il faut accepter que les critiques concernent principalement ceux qui les formulent. Et toi, tu restes dans ton cylindre et tu traces. Tu traces avec ton authenticité, ton honnêteté, mais surtout, tu bosses. Tu bosses. En plus de tout ça, tu fais des spectacles. Oui. Si je te parle de Oser la lumière, ouais. C'est quoi? Ah, c'est une aventure dingue. Écoute, un jour, je suis présentateur sur BFM Business et je reçois une femme qui s'appelle Claire Stride, qui est coach en neurosciences, qui accompagne beaucoup aussi les femmes en création d'entreprise. On fait l'interview, donc je suis présentateur à ce moment-là, je mets en valeur un petit peu ce qu'elle fait, et à la fin de l'émission, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, tu sais que toi et moi, on va travailler ensemble. Je me dis, mais c'est qui cette folle? Qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi? Quoi? Et elle me dit, viens voir mon spectacle. J'ai un spectacle sur les neurosciences, un seul en scène sur les neurosciences, viens le voir. J'y vais. Et elle avait une première partie. Première partie, pas du tout bossée, un mec qui parlait un petit peu de communication, etc. Mais c'était vraiment mal fait, c'était pas travaillé, c'était pas structuré. C'était pas professionnel. C'était pas pro. Voilà. Et puis j'ai envie de te dire que si un Loïc Landreau débarquait dans un spectacle pareil, il aurait eu quelque chose de construit. Non, mais de fait, effectivement, j'arrive et je vois ça. Et je la contacte un petit peu plus tard et je lui dis, écoute, ton spectacle, il était très bien, mais il manque, à mon avis, 2-3 petits trucs. Donc, je lui ai fait formuler quelques conseils. Et je lui ai dit, par contre, ta première partie, c'est pas possible. Par contre, moi, je te la fais.
Je te la fais sur la prise de parole en public et la confiance en soi. Je raconte comment moi j'ai fait pour sortir de cet enfant un peu timide, un peu quelconque que j'étais, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Je te fais 45 minutes de spectacle. Et ce spectacle s'appellera Oser la lumière. Elle m'a dit OK. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter sur scène, avec ce spectacle donc qui mêle des effets sonores, des imitations, des voix, puisqu'en fait j'y mets tout ce que j'aime et tout ce que je suis. Donc j'y mets des extraits de films inspirants et j'y parle effectivement de ce petit garçon finalement très quelconque qui était vraiment pas destiné à avoir cette vie-là, en tout cas ce parcours-là. Et je raconte comment j'ai pu y arriver en donnant des conseils aux gens sur la prise de parole en public, sur la gestion du stress, le jugement de l'autre. Alors moi, je voudrais savoir comment Loïc Landreau a réussi à se révéler. Ça a été long. Et ça a été par une exigence personnelle de me connaître toujours plus. C'est-à-dire de ne pas accepter d'être comme ça. De dire, je suis comme ça, ok. Mais pourquoi? Ça vient d'où? Donc du coup, tu vas chercher, tu vas grappiller dans la famille, tu vas grappiller dans les expériences, tu vas grappiller dans les souvenirs, et puis tu te fais accompagner, tu vas voir des psys, tu vas voir des coachs, tu te fais un petit peu bousculer parfois, c'est dur, ça pleure, et puis à un moment donné, en fait, tu es là, tu dis, ouais, mais en fait, ça, tout a du sens. Et c'est vrai que quand j'étais petit, même ado, c'est drôle parce que j'ai eu un message récemment sur Insta d'une nana qui regardait mes stories et mes posts et puis qui était avec moi en primaire et qui m'a dit mais c'est incroyable comment ce petit Loïc tout timide et en plus j'étais un petit peu gros donc j'étais le gros nounours en fait j'avais pas de succès avec les filles j'ai eu ma première nana à 15 ans donc bon j'étais pas dans le coup. J'étais toujours un peu à côté des choses, à côté de la façon de réagir, à côté des gens qui avaient la classe, etc. Et puis, petit à petit, le fait déjà d'assumer d'être à côté, ça m'a fait un bien fou de dire OK, je suis toujours... souvent, les gens en télé de mes équipes me disent « Ah, mais toi, de toute façon, t'as 40 ans, t'es ringard. » Parce que j'ai un style, effectivement, qui est plutôt marqué années 90-2000 que les nouveaux, etc. T'as une singularité, mais c'est ça qu'on remarque. C'est ça qu'on remarque. Et du coup, de fait, je l'accepte. Oui, OK, je suis ringard. Il n'y a pas de problème. Mais comme je suis en paix avec ça, ça roule. Donc, pour répondre à ta question, c'est... petit à petit, pas après pas, trouver la paix sur ce qu'on est et essayer de se dire ok, en fait, je suis comme ça, ben, je vais en faire une force, tout simplement. C'est tout à fait bête à dire, mais c'est ça. Et donc, petit à petit, et aussi grâce à mon ami d'enfance qui m'a fait jouer dans ses courts-métrages, avec qui j'ai écrit des films, et puis on est parti aux États-Unis pour récupérer des prix, donc on a été... on a vécu plein de choses, et puis au final, quand tu vis des choses, et puis que tu as des petites réussites comme ça, tu dis, mais ouais, en fait, c'est possible. Eh ben, si c'est possible, faisons plus. Ah bah tiens, on va devenir chroniqueur, et puis on va devenir présentateur, puis tiens, on me propose de faire un podcast, je le fais, ça fonctionne. Super, faisons d'autres. Voilà. Donc ça passe quand même d'être en osmose avec soi-même. Ouais. Et en même temps, je te dis ça, et je suis qu'à 10% de l'osmose avec moi-même. Mais ces 10%-là permettent quand même d'aller pas trop, d'aller assez loin quand même. Loïc Landreau a-t-il des rêves ? Oui, il a des rêves. Ce serait de faire tout ça, de garder tout ce que je fais, mais de le faire fois 1000. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais des spectacles devant entre 50 et 150 personnes. J'aimerais le faire devant 2000 ou 3000. Aujourd'hui, je travaille sur une chaîne qui s'appelle School TV, qui est une toute nouvelle chaîne sur l'éducation, l'école, qui commence. Demain, évidemment, j'aspire à être sur TF1 ou sur France 2. Et alors, évidemment, ce sont des rêves, quand on en parle à des gens qui disent « Non, mais laisse tomber, t'es trop vieux, 40 ans, ça y est, c'est passé. » Ou « De toute façon, ça marche pas comme ça. » Ou « Ça marche au réseau. » Ou « Ça marche au ceci. » Ok, mais laissez-moi mes rêves. Parce que petit à petit, peut-être que je serai sur TF1 à 60 ans. Mais peut-être qu'un jour, j'y serai. Exactement. Et... Faire partie des grosses têtes sur RTL. Je t'ai eu là ou pas? Ouais, là, tu m'as eu. À quel moment je t'ai dit ça? Je me rappelle même plus. C'est peut-être pas toi. C'est peut-être pas toi. Moi aussi, je ne suis pas journaliste, mais je me regarde. T'as tes sources. J'avoue que c'est... Là, on est à mon rêve ultime. Écoute, s'il y a bien un plateau qui correspond à tout ce que je pense être,
C'est-à-dire la blague, la vanne, un petit peu de culture quand même, la répartie, la bonne humeur, la drôlerie, etc. C'est bien le plateau, le studio des grosses têtes. Et si un jour j'arrive là-bas, je pense que j'aurai vraiment accompli quelque chose pour moi de grand et je serai tellement heureux. Je serai surtout très heureux en réalité d'être là-bas. Loïc Landreau est-il fier de lui? Pas encore. Pas encore. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que je travaille pour l'être. Mais je suis fier de moi dans certains domaines, pas dans d'autres. Et je pense qu'à force de travailler comme ça doucement, quand j'aurai peut-être 80 ou 90 ans, si j'arrive, je pense que je serai fier de ma vie dans son ensemble. Mais je travaille tous les jours pour me rendre encore un peu plus fier. Parce que être fier de soi, pour moi, il y aurait une sorte de palier ou de stop. Ok, je suis fier de moi, donc on va rester là, parce que du coup, je suis fier, donc c'est cool. Non, c'est très bien ce qui s'est passé, c'est très bien ce que j'ai réussi à accomplir. Je peux faire encore mieux, je peux aller encore plus loin. Donc on y va. Nous, on a tous envie d'aller encore plus loin. J'ai envie de te dire, en tous les cas, moi, c'est vraiment tout le mal que je puisse te souhaiter. Merci beaucoup. Petite question quand même, concernant le cours ANA. Oui. Tu n'as pas fait de théâtre, peut-être que tu en feras. Oui. En revanche, tu as mis tes enfants. J'ai mis mes enfants. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'était le manque? Alors, que tu n'as pas... Oui, déjà parce que j'ai 2 enfants qui ont donc 4 et 7 ans et qui ont une appétence pour la musique qu'on a décelée avec leur maman assez tôt. Et on voulait leur faire exprimer leur part d'artiste. Parce que, bon, je ne suis pas artiste en tout cas, mais... assimilés, dirons-nous. Leur maman aime beaucoup aussi les comédies musicales. On s'est d'ailleurs rejoint beaucoup là-dessus au début. Et on avait envie juste de leur permettre d'exprimer un petit peu des choses. La danse, puisqu'ils sont au cours de danse, c'est quand même une discipline qui demande de la discipline, de fait. De la rigueur. Mais qui aussi permet un peu se lâcher prise, le mouvement, d'être bien dans l'espace, etc. Donc, d'être bien avec son corps. D'être bien avec son corps et de prendre sa place aussi dans l'espace. Et comme mon grand-fils qui a 7 ans est atteint d'un trouble de l'attention avec hyperactivité et qui est assez sévère en plus. Que moi j'ai trouvé juste dingue. Je ne connaissais absolument pas tout ce que tu viens de me raconter. Mais moi je trouvais qu'il avait une singularité de fou. Ça fait partie du personnage. Il est aussi au potentiel en même temps. Donc c'est un petit garçon qui est passionnant mais difficile parfois effectivement pour ses parents. Mais on l'a mis aussi pour qu'il puisse exprimer ça, pour qu'il puisse aller dans ses émotions, puisque les enfants atteints de TDAH ont une hypersensibilité et on voulait lui permettre d'aller chercher ça par la musique, par le mouvement. Et donc, effectivement, on les a mis les deux. Et celui qui a 4 ans est en éveil danse. Et lui, il s'éclate à faire les mouvements. Et en fait, c'est la première activité, en tout cas pour le grand, parce qu'on lui a fait faire plein de trucs, c'est la première activité à laquelle il ne rechigne jamais de venir. Jamais. Quand on y vient, on va au cours de danse, c'est ah oui, tac, 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 il s'habille et il y est. Alors que quand on lui a fait faire de la boxe, on a essayé de lui faire du karaté, je sais plus quoi, c'était toujours une galère. Et là, il n'y a pas de discussion. Donc, c'est qu'il y a un bienfait au moins inconscient qu'il a et c'est trop cool. Ça, c'est une grande fierté pour moi et pour toute mon équipe aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? On peut me souhaiter de continuer comme ça, multiplié par autant de gens qui aimeront croiser ma route sur tous les médias, du succès pour le téléfilm sur France 2 qui arrive, du succès pour le long métrage avec mon ami Emmanuel Frissero qui est vraiment pas très loin d'être lancé en production et en tournage, donc on croise les doigts. De terminer aux grosses têtes, bien évidemment, avec Laurent Wauquiez. Et puis plein de projets. En fait, on est fait du même bois tous les deux. On vit d'action, on vit de projets, on vit de aujourd'hui c'est ça. Et puis demain peut-être que je sais pas. Là, je suis à fond sur le doublage, donc je sais que vous avez eu Dorothée Pousseau. Je l'ai pas agrippé pour lui demander, mais bon, j'aurais dû peut-être. mais voilà. Peut-être que je vais aller me former au doublage et que je vais essayer de faire des choses. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Le chemin que j'aurai parcouru là-dedans aura été super. Et puis peut-être j'irai sur autre chose. Mais de vivre dans l'action, quoi. Voilà. De vivre dans le faire. Tu fais de l'imitation ? Oh non. J'ai envie de te dire, si on peut finir avec une petite imitation là, sympathique, on peut pas faire les grosses têtes sans imiter. Hein. Écoute, dans mon spectacle, je fais le père Fouras.
notamment. Alors, j'espère. Normalement, je mets la musique pour que ça fasse mieux. Vous n'avez pas une musique de Fort Boyard, les amis? Non, ils n'ont pas. C'est dommage, c'est une super émission. Mon premier indice, je suis le temps qui passe. Oh là 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 là, les passe-partout. Oh là là là. Ça marche vachement mieux avec la musique en plus. Bravo. Voilà. Bon, mais il y a plein de. Voilà, plein en de tous les cas, Loïc, moi je suis très, très, très admiratif de ton parcours. Ben, je suis super contente, je suis super fière que tu sois là et que tu aies répondu présent. Merci pour tout, je te souhaite le meilleur. Merci. Loïc Landreau donc, était en interview avec Johanna Cohen, donc moi-même. Si vous voulez retrouver cette interview sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes et sur Au Micro avec Johanna sur Instagram. Merci beaucoup. Merci Loïc. Merci.